BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et mon invité c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. On est en train d'en parler ensemble pendant 2 minutes, la révolution du monde du travail. On peut commencer par ça parce que c'est vraiment passionnant ce qui est en train de se passer à cause ou grâce à la pandémie, au télétravail, des révolutions aussi technologiques qui sont devant nous, de la révolution verte, de la transition. Le rapport au travail est en train de changer. Pour le meilleur sans doute, non ? On peut espérer, en tout cas on va tout faire pour que ce soit pour le meilleur, mais c'est évident qu'avec l'émergence très rapide, un peu désordonnée au départ du télétravail, avec une perméabilité très très forte entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et puis avec des générations, et peut-être aussi des générations plus anciennes, qui avec la pandémie ont compris que la question du sens au travail, du rapport au collectif, etc. était très important. Donc oui, je crois que le sujet du travail, qui n'est pas toujours bien traité dans l'actualité, dans le débat public, est un sujet très important parce que ça touche chacun d'entre nous et tous on aspire à travailler bien, à avoir le droit de pouvoir dire ce qu'on pense sur notre travail, etc. Donc oui, il y a un truc qui est en train de se passer. On n'en mesure pas tous les effets quand même parce qu'il y a aussi des effets pervers potentiels. Le télétravail à outrance, comme certaines entreprises ont voulu le faire, genre à 100%, je ne parle pas en période exceptionnelle, mais en période normale, pourrait aussi faire perdre de la compétence collective, du lien social, de la reconnaissance, etc. Mais en tout cas, c'est le moment de se poser la question sur quel travail on veut, comment on l'organise, quelle raison d'être aussi de l'entreprise. Il y a plein de beaux sujets qui peuvent émerger dans le débat public à cause, parce qu'on l'a subi quand même, à cause de cette pandémie, mais dont il faudra tirer le meilleur si c'est possible. Avant de reparler du télétravail, parce qu'il y a plein de sujets d'actualité sur le télétravail, juste pour terminer sur ce point de la transition du travail, du rapport au travail, ce qui est aussi très encourageant, on le constate tous les jours sur ce plateau, c'est que les entreprises, désormais, quand elles parlent de RSE, de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, ça semble désormais de plus en plus sincère parce qu'elles y sont poussées par les investisseurs, par leurs clients, par leurs salariés. On a l'impression qu'on va tous dans le même sens désormais. Et ça, c'est quand même très encourageant, non ? Parce qu'on est passé du débat public, en gros, est-ce qu'il y a ou non réchauffement climatique, est-ce qu'il y a urgence d'agir, à une grande prise de conscience collective que oui, il y a urgence d'agir. Maintenant, la question, c'est le rythme et les moyens qu'on se donne pour le faire. Mais oui, les entreprises, elles le savent, elles sont face à un mur qu'est potentiellement cette transition écologique et qu'il faut la préparer en termes d'investissement, d'évolution du modèle productif, d'accompagnement des travailleurs en termes de compétences. Enfin, on le voit dans l'automobile. Nous, on a fait un rapport sur le passage du véhicule thermique au véhicule électrique et les conséquences que ça peut avoir. Il faut dire les choses. Oui, on va avoir des chocs, d'une certaine manière, des choses à faire, et il y a une prise de conscience. Maintenant, la prise de conscience, il faut qu'on aille vers de l'investissement, vraiment, public et privé dans cette transition écologique, et qu'on aille vers un accompagnement des travailleurs pour pas qu'ils en soient les victimes, mais qu'ils en soient les acteurs. Prise de conscience aussi sociale et sociétale. Quand on voit le débat sur l'égalité femmes-hommes, quand on voit le débat sur les minorités, etc., ça aussi, ça rentre dans le domaine de l'entreprise. Ça rentre, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire sur l'égalité femmes-hommes. Il n'y a pas besoin de légiférer davantage, on a tout ce qu'il faut. Là, maintenant, c'est la volonté de faire et de rendre effectif cette égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a un rendez-vous européen là-dessus. Moi, je milite beaucoup, on milite beaucoup avec la Confédération européenne des syndicats pour la transparence salariale, mais aussi pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il faudrait que la présidence française permette d'avancer là-dessus. Sur les discriminations, il y a peut-être une prise de conscience, on est encore très loin du ballon en termes de résultats. Notamment dans les jeunes générations. Il y a encore beaucoup... Elles sont très motrices aujourd'hui, ces générations-là. Oui, mais elles sont encore, pour une part, encore beaucoup de jeunes qui sont discriminés. Beaucoup de populations qui sont discriminées dans le monde du travail. Donc, cette prise de conscience qu'on peut estimer positive, effectivement, il y a de plus en plus de paroles sur ce sujet-là pour dire que ce n'est pas acceptable un monde du travail qui discrimine à ce point. Maintenant, il faut vraiment avancer. Et comment on avance ? On avance par le dialogue social. On avance parce qu'une entreprise, toutes les composantes de l'entreprise, à un moment donné, se mobilisent en disant ce n'est pas acceptable qu'on ait si peu de représentants des minorités dans notre entreprise. Ce n'est pas acceptable que les inégalités entre les femmes et les hommes soient à ce point pérennes dans l'entreprise. Donc maintenant, il faut agir. Et la question de l'action, c'est ce qui va déterminer la crédibilité des paroles qui sont faites aujourd'hui. Alors, vous disiez sur le télétravail tout à l'heure que parfois c'est excessif, parfois on en abuse, sauf que là, c'est le gouvernement qui nous demande d'en faire beaucoup, 3-4 jours. Est-ce que c'est pas trop ? On a vu à quel point, pour à la fois la santé mentale des salariés, c'était compliqué, et deuxièmement, pour la capacité, parce que c'est aussi ça une entreprise, de travailler, de réfléchir ensemble.
il faut distinguer deux moments. Il y a le moment de la situation exceptionnelle. On est dans la situation exceptionnelle avec un pic épidémique très très fort. Donc là, on est dans une situation exceptionnelle. Donc, on a vécu pire, entre guillemets, entre mars et mai 2020 avec un confinement. Évidemment, il ne faut pas revenir à ça. Mais donc, là, moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Il y a une question sanitaire, c'est ça qui prime. Voilà. Mais ce qui est sûr sur le télétravail, s'il y a trop de télétravail, c'est-à-dire que moi, je suis contre le 100% télétravail pour une raison simple, c'est que le travail, ce n'est pas qu'une compétence individuelle. C'est de l'interaction, c'est du lien social, etc. Et comment on fait dans une entreprise pour le mettre en place ? La négociation, l'accord. Parce que l'accord est qui permet de mettre en place ce télétravail et ensuite de l'évaluer. Il faut du volontariat, il faut de la réversibilité. Si vous voulez être en télétravail à un moment, pas forcément, 2 ans après, ça ne sera pas forcément la même chose. Et il faut respecter les liens du travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, le travail soit toujours un lieu de sociabilité et d'apprentissage mutuel. On apprend beaucoup par les autres, y compris dans les temps informels. Donc nous, on est à fond pour le télétravail. Très clairement. Je ne parle pas des périodes exceptionnelles qui sont particulières, mais il faut qu'il soit négocié. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour le faire. On a signé un accord avec le patronat, un accord cadre. Il y a un accord au cadre aussi dans les fonctions publiques. Donc tout est fait pour le faire de façon négociée. En période exceptionnelle comme celle qu'on vit aujourd'hui, qui doit contrôler le respect des 3 ou 4 jours de télétravail ? Est-ce que c'est les inspecteurs du travail ? Est-ce que c'est les syndicats, les délégués du personnel ? Je crois que c'est les représentants des salariés et les organisations syndicales et les inspecteurs du travail. Mais les inspecteurs du travail, il faut rappeler qu'ils sont 2000 pour 20 millions de salariés à contrôler. Donc on va avoir un peu de temps. Il y aura peu de missions d'inspection. J'espère. Il peut y en avoir, mais le rôle de l'inspection, c'est peut-être de répondre aussi aux sollicitations des organisations syndicales et des représentants des salariés lorsque ce télétravail n'est pas mis en place. Ça ne vous gêne pas de faire un peu le rôle, au fond, de policier du télétravail ? Non, mais c'est pas. Je crois, vous savez, dans une entreprise, imaginons, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup, il faut le dire aujourd'hui, qui diraient, moi, je ne veux pas mettre le télétravail en place malgré le pic épidémique. Les représentants des salariés, ils sont d'abord un rôle d'alerte auprès de leur direction. Si la direction dit non, je persiste, on dit écoutez, il y a une règle qui a été édictée par les pouvoirs publics et donc respectez-la, sinon il y a l'inspection du travail. Mais clairement, aujourd'hui, c'est le dialogue qui doit primer dans cette période. On ne sait pas exactement où on va, combien de temps ça va durer. Malheureusement, encore une fois, eh bien, c'est le dialogue qui doit primer. Et c'est ça qui, parfois, existe insuffisamment dans les entreprises et qui crée des tensions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette période, depuis mars 2020, elle a été aussi un moment où, dans les entreprises, on a beaucoup discuté des protocoles sanitaires, des règles à mettre en place. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que ça montre l'importance des représentants des salariés. Comment ça fonctionne, justement, ce rôle des représentants des salariés avec la réforme de 2017, où on a fusionné le CHSCT, les délégués du personnel, le comité d'entreprise. Est-ce que ça fonctionne bien, ça ? Non, ça fonctionne pas bien. Nous, on vient de faire un bilan critique des ordonnances travail, parce que le choix qui a été fait, c'est de faire un socle minimal de représentation des salariés, puis dire vous pouvez faire mieux par accord d'entreprise. En fait, on a dit le droit supplétif, comme on dit, était très insuffisant. Mais ça, vous étiez pour la CFDT, pour les accords d'entreprise ? La CFDT, elle est pour des accords d'entreprise, mais la CFDT, elle disait que la fusion des instances, elle devait être négociée et pas mise en place de façon automatique. Elle disait aussi qu'il fallait davantage de moyens pour les représentants des salariés. Il ne fallait pas mettre fin aux représentants de proximité. On voit bien, avec la situation sanitaire, on a besoin de représentants des salariés au plus près des lieux de travail. Et avec la fusion des instances, il y a eu une centralisation du dialogue social. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est pas on efface tout et on recommence. C'est dire, on fait 10 propositions très concrètes au gouvernement pour dire, eh bien, sur ces points-là, il faut améliorer, il faut des représentants de proximité, il faut que les suppléants participent davantage aux réunions pour diffuser dans l'entreprise, il faut davantage de temps pour les représentants des salariés. Mais aujourd'hui, il y a eu un amoindrissement du dialogue social à cause de ces ordonnances travail. Et il y a eu une parenthèse dorée, d'une certaine manière, depuis le Covid, qui montre qu'on a davantage besoin de dialogue plutôt que de restreindre le dialogue, comme ça a été fait. Si on parle de la situation de l'emploi en France, 7,9% de chômage, est-ce que vous vous réjouissez qu'on ait atteint ce bas niveau du taux de chômage en France ? Est-ce que c'est un progrès ? Moi, mon engagement syndical, mon engagement même professionnel avant d'être syndicaliste, il était pour lutter contre le chômage. Donc moins il y aura de personnes qui subiront le chômage, plus je serai heureux. Donc ça veut dire, que le gouvernement a mené une bonne politique économique ? Ça veut dire que pendant cette période de crise sanitaire, le maintien de l'économie et les aides aux travailleurs pour pas qu'il y ait de suppression d'emplois, ça a été une bonne chose. D'ailleurs, le gouvernement l'a fait parce que aussi on y a beaucoup contribué, les organisations syndicales et patronales, à travers nos propositions. Après, il reste dans notre pays plus de 5 millions de chômeurs.
Donc la question, elle est de maintenant, comment on fait pour ne pas se contenter de là où on est et de faire en sorte qu'on ait des politiques inclusives dans les entreprises beaucoup plus fortes pour intégrer des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. Il y a encore beaucoup trop de jeunes qui subissent le chômage et la précarité. Donc, très bonne nouvelle. Moi, vous savez, pour être syndicaliste, il n'y a pas besoin de surfer sur la misère. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire sur l'emploi. On parle de difficultés de recrutement, par exemple, dans cette période. 4 à 500 000 postes, c'est 5 millions de demandeurs d'emploi. Donc on voit bien qu'il faut traiter ces difficultés de recrutement. C'est deux choses, notamment. La formation et l'attractivité des métiers. Mais il faut aussi qu'on se demande quelle politique d'emploi on va avoir pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, qui subissent beaucoup de précarité. On parle aussi de compétitivité de notre pays, de réindustrialisation. Est-ce que, comme Bruno Le Maire et lui-même, vous estimez que les politiques de baisse des charges sociales sur les bas salaires doivent être élargies aux salaires moyens? Lui-même propose d'étendre les exonérations de charges à 3 à 4,5 SMIC pour que nos ingénieurs soient compétitifs par rapport aux ingénieurs étrangers. Vous savez, je crois qu'il y a une course à l'échalote aujourd'hui. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il y a trop de cotisations patronales. Ce n'est pas des charges, hein, c'est des cotisations pour financer de la solidarité. On a été des allègements à jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il n'y a quasiment plus de cotisations patronales. Ça va jusqu'à 3,5 fois le SMIC avec des allègements. La question, c'est est-ce que la compétitivité sera une question de coût du travail ou est-ce qu'elle sera une question de recherche et d'innovation, d'investissement, de qualité et je crois plutôt cette position-là. Et donc moi, j'en ai un peu assez que les seules solutions pour réindustrialiser, ce soit des logiques d'abaissement du coût du travail. D'abord, le travail, ce n'est pas un coût, c'est une richesse. Et donc, je pense que c'est une fausse piste. La vraie piste, c'est d'abord de l'investissement, c'est de cibler quelques secteurs stratégiques sur lesquels il faut investir. Il peut y avoir des aides aux entreprises, mais que les entreprises, en retour, elles s'engagent sur la formation, sur la transition écologique, sur l'emploi, sur le partage de la valeur ajoutée. Dernière question très rapidement, est-ce que les Français ne travaillent pas assez? Quand on regarde le nombre d'heures travaillées par an par Français, on est à 50% de moins qu'en Suisse par exemple. Et les Français ne travaillent pas tous. Il faut que les Français, ça c'est vrai. Eh bien, quand on aura réduit l'ensemble de la précarité, du non-emploi et du chômage qui est subi par des millions de Français, et de l'âge de départ à la retraite ou pas? On pourra discuter. Vous savez, quand vous arrivez à la retraite, il y a 50% des Français qui sont déjà plus en emploi. Parce qu'ils ont été mis dehors dans leur entreprise, soit parce qu'ils étaient trop vieux, soit parce qu'ils coûtaient trop cher. Eh bien, traitons de ce sujet-là, on pourra parler de l'autre après. Mais on n'exclura pas de parler de l'autre après. Mais il n'y a pas de sujet tabou pour la CFDT. Mais moi, quand j'entends des responsables patronaux nous dire qu'il faut aller plus loin sur l'âge de départ en retraite, ce qui est une mauvaise piste pour la CFDT, ils oublient de dire que 50% des salariés dans le privé, lorsqu'ils partent à la retraite, ils sont déjà plus en emploi parce que les entreprises les ont mis dehors. Donc j'attends du patronat qui nous dise comment il fait en sorte que ces 50% de salariés, ils soient en emploi au moment de l'âge de départ en retraite. Jusqu'à l'âge de départ. Merci Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.